Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette visioconférence. Vous êtes déjà très nombreux à nous suivre en visioconférence. Voilà, c'est l'un des aspects modernes de notre temps, pouvoir être en tout lieu, partout dans le monde, à l'écoute de nos intervenants. Merci en tout cas d'être là. Nous allons, comme vous le savez, parler Europe et plus précisément de fédéralisme, fédéralisme européen. Va-t-on et doit-on aller vers un fédéralisme budgétaire européen? C'est la question posée et dont nous allons débattre tous ensemble pendant 1h30. Et vous le savez, cher public, vous pouvez vous-même participer au débat en posant vos questions par écrit qui sont synthétisées sur une tablette qui est à mes côtés et je vous donnerai la parole par cet intermédiaire à la fin de nos échanges. En février de l'année dernière, la Commission européenne avait lancé effectivement une grande consultation pour éventuellement réformer le pacte de stabilité et de croissance, l'objectif étant de casser la complexité du cadre budgétaire européen. Mais la pandémie, bien sûr, est passée par là. Le Covid-19 a conduit Bruxelles a repoussé l'échéance et surtout a fait apparaître de nouveaux risques avec l'augmentation des déficits, des dettes, rendant évidemment très compliqué le retour à l'équilibre des finances publiques. Alors, hors de question évidemment de réécrire le scénario des crises précédentes, notamment celle qui avait prévalu, l'austérité budgétaire post-crise 2010. Comment faire aujourd'hui? Quel soutien aux investissements? Et puis, bien sûr, face à des défis majeurs comme la transition énergétique. Donc, quelles priorités, quels outils, quels moyens? Voyons cela en détail avec les intervenants qui nous ont également rejoints en visioconférence. Je les remercie toutes et tous d'être là. Je vous les présente rapidement. Madame Maria-Jeanne Rodriguez, qui est présidente de la Fondation for European Progressive Studies, un think tank progressiste destiné à développer les recherches innovantes et les formations pour inspirer les politiques publiques. Avec nous également M. Marco Butti, directeur du cabinet du commissaire européen en charge de l'économie, Paolo Gentiloni. Philippe Martin est là également, professeur d'économie à Sciences Po, président du Conseil d'analyse économique, le CAE, placé auprès du Premier ministre Jean Castex. Jérôme Kriel, directeur du département des études de l'OFCE, par ailleurs professeur à l'École supérieure de commerce de Paris et Business School, voilà, très important de préciser. Et puis Xavier Debrun, premier conseiller au département des études de la Banque nationale de Belgique, membre du comité budgétaire européen. Alors, je rappelle rapidement les règles du jeu. Vous avez chacun, mesdames et messieurs, 7-8 minutes pour un propos liminaire sur un angle précis de notre problématique, après quoi nous allons débattre sur d'autres angles et les questions sont très nombreuses avant de répondre, je le disais, aux questions du public. Monsieur Butti, je me tourne tout d'abord vers vous. La Commission européenne vient de relancer le débat dont nous parlions sur la réforme des règles budgétaires européennes. Concrètement, qu'attendez-vous des questions sur lesquelles les contributeurs vont être très actifs pendant la consultation publique? C'est une consultation, je parle sous votre contrôle, qui est prévue pour durer jusqu'à la fin de l'année. Monsieur Butti, c'est à vous pour 7-8 minutes. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux handicaps aujourd'hui, un handicap temporaire et un handicap permanent. L'handicap temporaire, moi, je l'espère, c'est ma voix. Alors, il faut que vous êtes patient parce que malheureusement, j'ai plus de ma voix, ou presque. Mais nous vous entendons. L'handicap permanent, c'est que c'est mon accent français. Alors, voilà, ça, difficile à corriger à cet âge. Donc, si vous voulez bien, moi, je préparerai une slide, une seulement, qui pour, disons, essayer d'encadrer un peu la discussion. Et si vous me le permettez, je peux la... Est-ce que vous voyez ça? Allô? Nous ne voyons pas. Pour l'instant, nous ne voyons pas la slide. OK, allez, alors. Et share screen, voilà. C'est celle-ci. Alors, pour l'instant, nous avons un écran noir. Maintenant? C'est bon, nous l'avons. Oui, OK, voilà. Vous avez, je vais résumer très bien, on avait lancé
la consultation sur la réforme des règles budgétaires, mais plus en général sur la gouvernance économique au février, et le lendemain, on a dû mettre au frigo à cause de la pandémie. Alors, on a relancé ça la semaine passée, il y a 2 semaines, avec une communication qui j'essaie un peu de résumer dans cette slide-ci. La revue que nous avons lancée au mois de février 2020 était basée sur l'expérience de la crise financière. Qu'est-ce qu'on a tiré de la crise financière? Maintenant, on a l'avantage, entre guillemets, de connaître un autre type de crise et un autre type de réponse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On tire les conséquences de la gestion de la crise pandémique. Alors, les questions, disons, les points d'attention sont ceux que j'ai listés ici sur ma gauche, c'est-à-dire la question des dettes publiques qui sont, disons, très élevées et encore plus après la pandémie. La question de la qualité des finances publiques, c'est-à-dire, voyons, mettre, disons, en cohérence la gestion des finances publiques avec les objectifs que l'on a plus en général et en particulier sur le type de croissance et la double transition. Des règles qui se sont révélées il y a, disons, assez procycliques, c'est-à-dire ce qu'on a fait en gros, on a rétréci un mauvais temps et on a mené des politiques expansionnistes quand le temps était très bien. Il y a des impératifs politiques qui sont presque impossibles à corriger, mais les règles n'ont pas aidé de ce point de vue-ci. Ça, c'est du point de vue de comportement budgétaire. La deuxième, c'est la question de gouvernance. Ici, la question de simplification, vous l'avez mentionné, et de l'application des règles. Alors, voilà, ici, vous voyez, je ne vais pas les résumer, les conséquences que l'on tirées au mois de février 2020 et ce que la crise pandémique a disons, ajouté à notre évaluation. Moi, je pense, du point de vue des dettes publiques, c'est clair, on parle maintenant de quelque chose comme en moyenne plus ou moins 15 points de PIB plus élevés. Et certains pays, disons, voilà, ce que les gens disent parfois, en simplifiant beaucoup, l'Italie est devenue la Grèce, la France est devenue l'Italie et l'Allemagne peut-être devenue la France, avant la crise de la pandémie. Alors, l'impératif de mettre sous contrôle la dette publique sans pour autant retourner à l'austérité qui est, disons, self-defeating, comme on dit parfois, je pense, est très important. La question des finances publiques, de la qualité des finances publiques est encore plus importante. Moi, je pense ici, en particulier, on a, après la proposition de Green Deal de la Commission début de son mandat, fin 2019, on a maintenant plus clair ce qui est le parcours vers la double transition et les coûts de transition aussi. Alors, c'est encore plus important d'avoir les incitations pour faire ainsi qu'on gère les finances publiques d'une façon qui est cohérente avec la réallocation des ressources qui doit être massive pour la double transition. Et carrément aussi sur la question de la procyclicité ou anticyclicité des règles, c'est clair que, disons, la General Escape Clause, la clause de sauvegarde sur laquelle on est encore, et s'est montré décisif dans la gestion de la pandémie. En ce qui concerne la gouvernance, il y a la question de simplification. Ici, disons, on avait déjà conclu que, disons, des règles qui s'appuient sur des variables qui sont calculées mais pas observables. C'est, disons, c'est un grand défaut. Alors, maintenant, après la pandémie, moi, je me demande quel est l'output gap, quelle est la croissance potentielle, disons, d'une certaine façon,
c'est encore, disons, les défauts et liés des règles qui se basent sur des quantités, des variables qui ne sont pas observables est encore plus important maintenant. Et après, il y a la question, bien sûr, d'enforcement qui va ensemble avec la question de ownership, d'appropriation nationale. Voilà. Ça, c'est un peu le cadre sur lequel on a relancé la consultation. Moi, j'ai un message, un seul, participer à la consultation publique. On va la prendre très au sérieux. Ça, comme M. Cuny l'a annoncé, ça va aller jusqu'au fin du mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année. Et on va prendre ça très au sérieux et on va faire un rapport sur au début de l'année prochaine sur la consultation et on va faire des propositions par après sur la refonte des règles budgétaires. Ce que je n'ai pas mentionné ici, mais ça peut être partie du débat, parce qu'on parle de fédéralisme budgétaire, alors c'est la question, disons, de ce qui fait quoi au niveau européen et au niveau national et aussi au niveau subnational. Ici, il y a question que dans ces papiers récents, j'ai nommé des coordinations verticales. Ça, c'est important aussi parce qu'il faut regarder les règles, mais il faut aussi réévaluer à nouveau, disons, la valeur ajoutée de la contribution disons, de l'Union par rapport à la contribution des États membres. Et on a vu maintenant, avec Next Generation EU, on a vraiment franchi une ligne rouge qui était jusqu'à il y a peu une ligne rouge très, très foncée. Et on ne pensait pas d'aller aussi loin maintenant. La crise, carrément, nous a aidés d'une certaine façon, mais il faut mettre en compte ça aussi dans l'équation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce propos introductif. C'était important, Monsieur Bouty, effectivement, de vous avoir entendu au début de cette visioconférence pour bien camper le décor. Et puis merci aussi et surtout pour votre concision. Vous avez respecté absolument la règle des 7 minutes et je vous en remercie beaucoup. Madame Maria-Jeanne Rodriguez, je rappelle donc que vous présidez la Fondation for European Progressive Studies, think tank progressiste. Vous développez les recherches innovantes et les formations pour inspirer les politiques publiques. Alors, je dirais, Madame, même question. Quelles doivent être, selon vous, les priorités du pacte? Il y a la stabilité de la dette, l'effort dans les investissements publics, et puis, bien sûr, vous allez en parler, je pense, la transition énergétique et les questions liées autour de cette transition. Voilà, 7 minutes, c'est à vous, Madame. Grand merci, au plaisir de joindre ce panel. Je préside la FEPS, qui est une fondation basée à Bruxelles pour soutenir les politiques publiques européennes en travail avec les institutions européennes. Et oui, l'angle que je vais prendre pour traiter de ce thème, c'est l'angle, disons, des défis de notre temps, à commencer par le défi climatique, compte tenu de ce qu'on a même cette semaine dans la COP de Glasgow, et qui montre bien que pour répondre à la hauteur du défi climatique, on a besoin d'une grande impulsion d'investissement. Une première évaluation produite par notre équipe d'expertise en ce qui concerne l'Europe nous donne un chiffre de référence qui est autour de 1 000 milliards d'euros par an pour l'investissement total, et dont 10% devait être investissement public. Donc, ça veut dire qu'en fait, le gros de l'impulsion devait venir de l'investissement privé, mais c'est sûr que l'investissement public devrait aussi jouer un rôle clé d'impulsion stratégique. Et donc, ça, c'est mon point de départ pour dire, est-on préparé pour fournir une impulsion de cette ampleur? Et pour le moment, je dirais non, on n'est pas encore préparé, mais c'est vrai, il faut profiter de quelque chose assez remarquable qu'on a eu,
à cause du drame Covid, c'est qu'exactement le drame Covid est tellement dramatique qu'il a forcé, disons, un saut historique dans le cadre de la gouvernance économique européenne, parce que pour la première fois, les institutions européennes ont adopté un changement important en ce qui concerne la capacité budgétaire européenne, qui est dorénavant dans ce qui concerne le programme New Generation, EU Generation, basé sur l'émission de dette européenne, qui est fondée sur des ressources propres, y compris des nouvelles ressources propres, et ça permet de développer une capacité budgétaire européenne qui répond à 3 objectifs d'une capacité budgétaire. Ça veut dire stabilisation, parce qu'on est en phase de récession, redistribution, parce que cette capacité combine à la fois des prêts, mais aussi des allocations à fonds perdus, et aussi un 3e objectif très important qui est soutenir la transformation structurelle. Et notamment maintenant, pas seulement la réponse à la pandémie, mais la transition verte et numérique. Donc, à mon avis, cette pièce est très importante pour imaginer une gouvernance économique européenne d'avenir. Dans le titre de notre panel, on parle même de fédéralisme budgétaire. Là, j'aimerais préciser que le mot fédéralisme, qui est toujours assez controversé, appelle à quelques clarifications. Moi, je pars du principe que l'Europe ne pourra pas avoir un modèle fédéraliste du type américain, où le budget fédéral a des capacités d'agir au niveau fédéral qui sont presque exclusives. Dans le cas européen, on a un système politique assez sui generis, que je ne vais pas classer si c'est fédéraliste ou pas fédéraliste, mais c'est gouvernance à multiniveau. Et donc, il faut bien discuter ce que doit faire au niveau européen et ce que doit être fait au niveau national, du point de vue budgétaire. Et là, je dirais le suivant. À mon avis, pour l'avenir, pour répondre aux défis climatiques, on devrait prolonger cette nouvelle capacité budgétaire européenne qu'on vient de créer et qui va demander qu'on va plus loin dans le volet taxes européennes, ressources propres européennes, la taxe carbone, la taxe numérique. Donc, il faut prolonger cela dans le temps et approfondir. Ça, c'est une partie de la réponse, mais une autre partie de la réponse dépend et va dépendre certainement de l'effort budgétaire national. Et c'est là qu'on tombe sur la discussion de la mise à jour du pacte de stabilité et croissance, parce que c'est vrai que le pacte a été défini dans un contexte macroéconomique très différent de celui qu'on a maintenant. Si on prend en compte notamment les taux d'intérêt de base et tendanciels, si on prend en compte même les taux de croissance. Et donc, mon argument serait de dire que cette mise à jour du pacte de stabilité devrait comporter une autre approche sur le déficit public. On devrait en fait introduire une golden rule qui permet d'entreprendre les investissements publics nécessaires pour soutenir la transition verte et digitale, mais puisqu'il faut se coordonner et garantir une discipline budgétaire d'ensemble, moi je serais d'avis qu'il faudrait accepter des investissements qui sont reconnus comme des investissements de qualité dans le cadre du semestre européen. Donc, dans le cadre de la coordination européenne des politiques économiques et budgétaires. Ensuite, en ce qui concerne la dette, et je finis avec ce point-là,
À mon avis, il faut discuter qu'est-ce qu'on entend par une dette soutenable. La règle de référence que j'ai en tête, c'est toujours s'assurer que le taux de progression de la dette n'est jamais supérieur au taux de croissance du PIB tendanciel. Ça, c'est une référence très importante à avoir en tête. Et évidemment aussi le taux d'intérêt. Donc, dans le contexte actuel, et il y a des études qui en font un peu la preuve, exemple Olivier Blanchard, publication récente qui montre qu'une dette en ratio de dette PIB de 90% serait soutenable. Donc, je mets ce chiffre sur la table pour On pourra en débattre tout à l'heure d'ailleurs. Hein. On pourra débattre de ce point précis tout à l'heure. Mais mon argument, c'est un argument aussi un peu plus politique, c'est dire quand on nous dit qu'il faut faire attention aux implications pour les générations plus jeunes, mon argument serait de dire les générations plus jeunes, ce qu'elles veulent maintenant, c'est qu'on investisse pour prévenir le changement climatique. Ça, c'est un exemple de bon investissement et il devait être conduit d'une manière soutenable. Donc ça, c'est mon dernier argument et je conclue pour le moment comme ça. Bien, merci beaucoup Madame Rodriguez et vous restez avec nous bien sûr puisque là vous avez soulevé plusieurs points qui, je pense, vont alimenter le débat entre vous tout à l'heure. Je me tourne maintenant vers Philippe Martin, donc je rappelle professeur d'économie à Sciences Po. Philippe, vous êtes également président du CAE, le Conseil d'analyse économique placé auprès du Premier ministre en France. Alors le Conseil d'analyse économique a publié au printemps, c'était en avril 2021 précisément, un rapport intitulé pour une refonte du cadre budgétaire européen. C'est un rapport coécrit avec l'économiste Jean Pisani-Ferry et Xavier Rago de l'OFCE. Alors, on ne va pas évidemment feuilleter l'intégralité de ce rapport. Je vais peut-être vous demander d'insister sur deux points particuliers, ce qui ne marche pas, hein, ce que vous avez constaté, et aussi et surtout quelques propositions pour aller de l'avant, pour avancer. Et ça aussi, on pourra en discuter après ce propos liminaire de 7-8 minutes. C'est à vous, Philippe Martin. Bon, merci beaucoup. Marco Butti avait fait un appel à contribution, donc avec Jean Pisani-Ferry et Xavier Rago, on avait anticipé cet appel en publiant ce travail sur la refonte nécessaire du cadre budgétaire européen. Et en fait, nous, on part d'un certain nombre de constats qui, je crois, sont assez bien partagés, donc je ne vais pas aller… Je vais pas aller trop en détail sur la raison pour laquelle on a vraiment besoin aujourd'hui d'une refonte du cadre budgétaire. C'est et c'était vrai déjà avant Covid, mais c'est encore plus vrai avec Covid, c'est la forte augmentation des dettes publiques et une forte hétérogénéité aussi des dettes publiques. Et donc ça pose le problème de la cible homogène de 60%, c'est assez clair. On y a déjà fait allusion, c'est la baisse des taux d'intérêt et la baisse des charges d'intérêt. Et un troisième point aussi qui est qu'il y a vraiment une révision assez forte de la manière dont les économistes réfléchissent à l'efficacité de la politique budgétaire et de la politique monétaire. Et en gros, il y a une révision de l'efficacité vers le haut de la politique budgétaire, en particulier lorsqu'on est dans des situations de ce qu'on appelle zero lower bound, c'est-à-dire de politiques monétaires qui sont contraintes avec des taux d'intérêt quasiment à zéro. Et puis, le quatrième point qui change vraiment la donne, c'est l'adoption du plan de relance européen 2020. Marco Butti y a fait allusion. C'est vraiment, il y a eu des tabous, et en particulier du côté de l'Allemagne, très clairement, qui ont été brisés. Donc, la situation est vraiment extrêmement différente. Avant Covid, il y avait déjà pas mal de débats sur le fait que les règles budgétaires ne marchaient pas, mais là, je crois, c'est vraiment amplifié de ce point de vue. Et donc, la remise en cause, elle doit aller assez loin et beaucoup plus loin, évidemment, que ce qui avait été fait dans les différentes réformes du pacte précédent. Bon, il me semble qu'il faut qu'on revienne à la base. Et à la base, pourquoi on a besoin de règles budgétaires dans une zone monétaire ? Ça peut paraître assez évident, mais et de ce point de vue, c'est assez différent des règles budgétaires qui peuvent exister dans d'autres pays qui ne sont pas des zones monétaires. Donc, il me semble que le point clair, c'est que lorsqu'il y a un risque sur la soutenabilité de la dette d'un pays dans une zone monétaire telle que la zone euro,
c'est potentiellement un dommage collatéral sur les autres pays. C'est ce que les économistes appellent une externalité, au sens où il y a un risque non seulement de défaut de la dette, qui aura un impact évidemment sur les créditeurs dans d'autres pays, mais aussi un risque de sortie et d'éclatement de la zone euro. On a bien vu pendant la crise de la dette que les deux étaient très liés, risque de défaut et risque de sortie, et donc avec un risque de crise financière majeure. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passera? C'est que ex post, il y aura une pression sur la Banque centrale européenne, sur les autres États membres pour payer, en gros, et pour financer l'État en difficulté. Donc, c'est vraiment cette fragilité qui est assez spécifique à la zone euro et qui n'est pas la même aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., qui fait qu'on a besoin de règles budgétaires assez fortes. Il y a un deuxième point qui n'a pas été bien pris en compte dans les règles actuelles, et qui, je crois, est remis sur le devant de la scène, c'est les questions d'externalité de demande. C'est-à-dire que ma politique budgétaire a un impact aussi sur la croissance, l'emploi des autres pays via, évidemment, les effets sur le commerce. Alors, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Blanchard, Leandro, Zettelmeyer, le European Fiscal Board, j'en suis sûr, on en parlera. Et toutes on est un peu différents et peut-être on va avoir le débat sur certains points d'accord et de désaccord, mais dans toutes, je crois qu'il y a cette idée qu'il faut avoir quelque chose de plus flexible, que certainement il ne faut pas avoir un seul seuil de dette, par exemple, de 60%, non seulement parce qu'on est trop éloigné des 60%, mais aussi parce que les différents pays sont dans des situations extrêmement différentes. Et même le critère de 3% sur la question à court terme, et qui va se poser assez rapidement finalement, parce qu'il va falloir remettre en place des règles budgétaires, générerait une contrainte sur la politique budgétaire très forte, et donc potentiellement on générerait des politiques budgétaires avec une impulsion budgétaire très négative, et donc de retour à des erreurs qui ont été faites en 2009-2010. Et je crois qu'il y a un consensus parmi les économistes à la Commission européenne que la stratégie budgétaire en zone euro qui a été menée après la grande crise financière était pas la bonne. Donc nous, ce qu'on propose, et je vais le faire de manière très synthétique, peut-être qu'on reviendra sur certains points en détail, c'est de mettre au centre de la question des règles budgétaires la question de la soutenabilité des dettes, justement parce que le risque essentiel, ce qui nous paraît le risque essentiel dans une zone monétaire, c'est à un moment qu'on soit sur une dynamique, une trajectoire que à la fois en particulier les marchés financiers voient comme non soutenables. Et donc, on revive ce qu'on a vécu pendant la crise de la zone euro. Et pour ça, nous, ce qu'on met au centre de notre proposition, c'est que les gouvernements proposent à la fois nationalement à des institutions indépendantes, mais aussi évidemment à la Commission et aux autres pays, une cible de dette à moyen terme, autour de 5 ans, de dire en gros, voilà mon plan de stabilisation, réduction ou même augmentation du ratio dette sur PIB à 5 ans, sur la base d'une analyse économique, donc de la soutenabilité de la dette, ce qui est fait déjà par un certain nombre d'institutions, le FMI, la Commission européenne. Donc, il y a des analyses sur est-ce qu'à terme, la dynamique de dette de ce pays est soutenable ou pas, parce qu'encore une fois, c'est ça qu'on met au centre. Une petite parenthèse, ça pose donc la question de savoir si on met, par exemple, les investissements ou les investissements en général dans cette dette. Moi, il me semble que si la question essentielle, c'est la question de la soutenabilité de la dette, alors, quelle que soit, si j'ose dire, la couleur des investissements, le problème, c'est le financement des investissements. Qu'ils soient verts ou pas verts, il faudra bien les financer et donc ils s'ajouteront à la dette. Il me semble que la question des investissements verts, il faut se la poser de manière différente, parce que je vois bien qu'en effet, on peut avoir une tentation de repousser ces investissements verts qui sont indispensables et qui sont utiles. Et donc, mais ça n'est pas
dans la règle elle-même ou disons la cible de dette, parce que de toute façon, ces investissements, il faut les financer, il faut aller sur les marchés financiers. Si on émet de la dette pour les financer, il faut aller sur les marchés financiers pour les financer. Donc voilà, je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes. Une petite minute. Bon, donc minute. juste pour dire que la recommandation, c'est de mettre au centre la question de la soutenabilité de la dette, de ne plus avoir des critères numériques qui sont uniformes, le 3% et le 60%. Hein, et donc, il faut faire une analyse qui est spécifique pour chaque pays en fonction des risques sur chaque pays. En particulier, on y a fait allusion sur à la fois les taux d'intérêt et les taux de croissance, parce que c'est ça qui, on le sait, est absolument essentiel pour la dynamique de soutenabilité de la dette. Et puis aussi le solde primaire maximum, parce que le solde primaire, c'est donc le solde moins les intérêts. Et ça, c'est aussi extrêmement important pour la dynamique de la dette. Donc, une fois qu'on a pris en compte tous ces points, le gouvernement propose en particulier à la Commission et ensuite au Conseil une cible de dette sur laquelle il y a un avis et une décision. Et donc, il faut bien prendre en compte que ce soit accepté par les autres pays, parce que évidemment, c'est une responsabilité conjointe. Et ensuite, ça se traduit par une règle de dépenses. Mais le point essentiel, c'est la question de la soutenabilité de la dette et cette cible à 5 ans qui nous paraît un bon timing. Voilà, donc à la fois constat et surtout proposition. Donc tout ça, évidemment, on peut le consulter dans le rapport du CAE. Absolument, sur le site du CAE en français et en anglais. Voilà, merci beaucoup Philippe Martin, vous restez avec nous parce que là aussi, quelques points ont été soulevés et vont participer au débat tout à l'heure. Xavier Debrun, premier conseiller au département des études de la Banque nationale de Belgique, vous êtes également membre du comité budgétaire européen. Alors si on fait je dirais un rapide état des lieux, l'union monétaire, ce n'est un secret pour personne, elle est aujourd'hui vraiment incomplète, il n'y a pas de contrepartie budgétaire unique à la Banque centrale européenne, par exemple, une foultitude de trésors nationaux. Est-ce que ce n'est pas un problème de fond à régler de manière urgente? Ça, c'est je vous pose la question, vous avez 7 minutes, votre propos liminaire, et après on en débat. Oui, je vous remercie pour l'invitation. Et effectivement, oui, quand j'ai lu le titre du panel, c'est immédiatement ce qui m'est venu en tête, c'est « Ah bah oui, il faut un fédéralisme budgétaire européen. Pourquoi ? Parce que nous avons effectivement une union monétaire qui est incomplète. On a effectivement une seule banque centrale qui fait face à 19 trésors nationaux. Alors ça pose deux problèmes de coordination principaux qui compliquent le fonctionnement de l'union monétaire. Le premier d'entre eux étant effectivement un problème auquel d'ailleurs Philippe Martin a fait allusion, c'est qu'il n'y a pas de il y a un problème de coordination entre les différents trésors nationaux. On sait que la politique budgétaire d'un pays a un impact sur la performance économique des autres. Et globalement, si ces effets de débordement sont positifs, quand il n'y a pas de coordination entre les budgets nationaux, vous avez des politiques non coopératives qui sont globalement trop restrictives. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est qu'à mon avis, ce problème n'est pas si grand que ça parce que, franchement, j'ai l'impression empiriquement en tout cas que lorsque l'on essaye de mesurer ces effets de débordement, ils n'apparaissent grands que dans Quest, qui est le modèle de la Commission européenne. La plupart du temps, les effets de débordement peuvent être importants entre certaines paires de pays, mais c'est certainement pas l'argument principal à mon avis. Le deuxième problème de coordination, c'est celui qui se pose entre la politique monétaire et la politique budgétaire, et qui se pose dans tous les pays où effectivement la Banque centrale dispose d'une relative indépendance pour fixer le niveau général des taux d'intérêt. Et donc là, il y a trois dimensions, trois soucis, si vous voulez, par rapport à cette coordination monétaire budgétaire. Le premier, c'est qu'on a une fragmentation des conditions financières. En effet, au sein des marchés financiers nationaux, les dettes publiques ou les titres d'endettement public des États jouent un peu le rôle de boussole pour chaque marché national. Et effectivement, il est beaucoup plus compliqué d'assurer une transmission, si vous voulez, harmonieuse de la politique monétaire lorsque vous avez cette fragmentation. Vous avez 19 boussoles, si vous voulez, pour les marchés financiers et les institutions financières nationales. Par ailleurs, bien sûr, il y a un problème de coordination dans le sens où Banque centrale et Trésor
Oui, essentiellement, la Banque centrale et le Trésor émettent toutes les deux de la dette publique. La monnaie, c'est une forme de dette publique. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que fondamentalement, la dette publique telle qu'on l'entend, qui provient du Trésor, est émise pour satisfaire les objectifs des finances publiques, tandis que la dette publique sous forme de monnaie est émise pour stabiliser les conditions macroéconomiques, c'est-à-dire essentiellement préserver le plein emploi et la stabilité des prix. Alors, sans fédéralisme budgétaire européen, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire comme si. Alors, on va faire comme si. Alors, bien sûr, au niveau de la coordination entre les trésors, il y a bien le semestre européen, mais je ne vais pas en parler. Au niveau de la coordination entre politique monétaire et budgétaire, Philippe Martin y a fait allusion. On essaye de faire comme si les 19 dettes publiques nationales avaient quelque part le même profil de risque. Et la manière dont on s'y prend, c'est d'avoir des règles qui garantissent la soutenabilité de toutes ces dettes ensemble, de manière à ce que globalement, il n'y ait pas de crainte par rapport à cette soutenabilité et qu'on ne se retrouve pas dans la situation que l'on a vécue en 2009 avec la Grèce. Alors, toutes ces rustines sont évidemment imparfaites parce que l'union monétaire reste inévitablement vulnérable à la fragmentation budgétaire et effectivement avoir un vrai budget européen éviterait tous ces écueils. Alors, avec la crise Covid, bien sûr, est revenu ce rêve de beaucoup d'avoir effectivement l'opportunité de créer de vrais instruments de capacité budgétaire au niveau de l'Union européenne dans son ensemble et de la zone euro en particulier. Donc là, effectivement, on avait presque le choc idéal, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un choc massif, c'est un choc qui concernait tous les pays de la zone euro en même temps, c'est un choc qui était aussi parfaitement exogène. On ne peut pas revenir avec l'argument de l'aléa moral qui a posé tant de problèmes à chaque fois que l'on essaye de remettre sur la table l'idée de créer une capacité budgétaire européenne. Donc certains ont cru qu'on était arrivé à cette espèce de moment hamiltonien, comme on l'appelle parfois, où on va se créer un vrai trésor central à l'américaine. Alors, la BCE, de son côté, a contribué avec le PEPP, le Pandemic Emergency Purchase Program, où, effectivement, elle essayait de faire tout ce qu'elle pouvait pour faire en sorte que toutes les dettes publiques nationales aient l'air à peu près les mêmes. D'accord ? Et la deuxième chose, au niveau de l'Union européenne, de la Commission, on a créé différentes facilités, le SURE, le RRF, qui ont effectivement, et donc le Next Generation EU et tout l'aspect financier qui vient avec ça, vient effectivement en réponse à cette pandémie et va durer 5 ans. Alors c'est du temporaire. C'est du temporaire, c'est pas quelque chose de permanent. On veut essayer de le faire permanent, mais ça reste disons, quelque chose qui a été soutenu du bout des lèvres par ceux que l'on appelle les frugaux. Alors, conclusion, est-ce que la situation est vraiment sans espoir? Alors, c'est compliqué de construire un budget européen parce que, fondamentalement, lorsque l'on essaye d'attribuer des fonctions additionnelles à l'Union européenne, on est régi par les principes de subsidiarité et de proportionnalité qui veulent que l'Europe ne peut être compétente dans une matière que s'il est évident qu'elle peut mieux faire qu'au niveau national ou local. Et encore, même si on lui reconnaît une compétence, c'est le principe de proportionnalité, elle ne peut entreprendre que le minimum nécessaire au niveau central. Donc, c'est vraiment dur. Mais bon, voilà, on est dans cette situation où, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Alors, les domaines où l'Europe peut mieux faire que les États nécessitent forcément de fortes économies d'échelle. Il faut vraiment qu'en agissant ensemble, ce soit beaucoup plus efficace que si on agit de façon séparée, ou il faut alors des effets de débordement extrêmement importants. Et en plus de ça, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop d'aléas moraux dans toute l'histoire, parce que sinon les frugaux vont revenir à la charge. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen qu'on ne fait déjà pas? La défense, bien sûr. Les économies d'échelle sont énormes et l'idée est parfaitement alignée sur le concept d'une Europe qui est vecteur de paix. Le problème, c'est que les États, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, restent englués dans des préceptes nationaux datant du 19e siècle. Mais enfin, comme disait CNN, breaking news, les empires européens, c'est quand même fini. Donc, mais bon, c'est sans espoir pour la défense. On a déjà essayé d'ailleurs, ça n'a pas marché. La stabilisation macroéconomique. Alors, si le choc est à l'échelle européenne, bien sûr, la meilleure réponse de la politique budgétaire doit se faire au niveau européen.
La crise de 2008-2009 l'avait déjà illustré. Le problème, c'est que tout partage des risques implique des transferts permanents vers les économies les plus vulnérables, et l'on revient avec l'idée d'aléa moral, et c'est pourquoi d'ailleurs le Schur et le RRF sont temporaires. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est faire regarder la crise climatique en face. Le Covid, c'est temporaire, enfin, moi j'espère. Mais la crise climatique, elle, ça ne va pas être transitoire et elle va avoir des effets à moyen long terme. Elle affecte tout le monde. La question d'aléa moral n'existe pas quand on parle du climat. Donc, l'argument d'efficacité est absolument évident. C'est l'Europe qui devrait faire tous ces investissements verts. C'est elle. Alors, prenons un exemple. Imaginez la Pologne, qui produit son électricité avec beaucoup de charbon, elle devrait décarboner. Mais pourquoi est-ce que, si elle décarbonait, les bénéfices, j'arrive dans 30 secondes, j'ai fini, si elle décarbonait, tous les bénéfices, ils seraient pour aussi beaucoup, en grande partie, pour les Européens. D'accord? Or, pourquoi est-ce que la Pologne devrait supporter seule l'effort de décarbonisation? Ça devrait se faire au niveau européen, non? Eh bien voilà, c'est un exemple d'une compétence que l'on pourrait donner à l'Europe, c'est de prendre en charge tous ces investissements verts et le faire d'une manière qui bénéficie à tous les pays et qui tienne compte de ce que Philippe a rappelé tout à l'heure, ce sont des externalités. Voilà, merci beaucoup. Merci Xavier Dobrun pour cet exposé, propos liminaire, toujours. Effectivement, bon, il y a des tas de points sur lesquels vous êtes d'accord. Après, c'est la mise en place et l'utilisation autour de ce fédéralisme justement qui fait tout le débat. Jérôme Kriel, vous êtes directeur du département des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, professeur à l'ESCP Business School également. Parlons justement de cette soutenabilité de la dette. Est-ce que c'est un réel souci aujourd'hui? C'est un peu ce qu'on croit savoir en vous écoutant les uns et les autres. Quel est votre regard, vous, j'irais peut-être en termes de conclusion de ces propos liminaires, Jérôme Kriel, soutenabilité, concrètement un souci? Est-ce que les règles budgétaires sont bien adaptées, bien coordonnées? Merci beaucoup. Je suis désolé, je crois que je suis dans une situation pire que Marco Butti, mais je vais avoir un accent français On vous entend, du on vous français. comprend. Merci beaucoup. Merci Emmanuel, et moi j'ai envie de remercier aussi tous mes collègues pour leurs propos liminaires, parce que c'est extrêmement riche et je me sens même totalement démuni. Je crois qu'on partage tous à peu près le même constat, qui est celui que la crise Covid a révélé l'utilité des politiques budgétaires, mais qu'en même temps, on peut être un peu inquiet de la hausse des dettes publiques que cela a impliqué. Ça, c'est une première chose sur laquelle je crois que nous sommes d'accord. Et puis ensuite, une autre chose sur laquelle nous sommes d'accord, qu'a rappelé Marco Butti en propos liminaire également, c'était que le cadre budgétaire est bien trop complexe. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent en ont conscience, mais il y a quand même une règle de déficit, il y a une règle de dette, il y a une règle de déficit structurel, il y a une règle de dépense. Tout cela à respecter. Et dans ce cadre-là, il paraît tout à fait évident qu'il faut changer le cadre budgétaire européen, mais je crois que contrairement à ce que mes collègues viennent de dire, il faut quand même qu'on garde à l'esprit que certains, et qui pourraient prendre des décisions en notre nom, n'ont envie de rien changer. Je pense qu'il est tout à fait possible, malheureusement, que le cadre budgétaire soit maintenu en l'état, avec l'argument suivant, en fait, on avait un cadre budgétaire, et avec ce cadre budgétaire, on a réussi à faire face à la crise de Covid-19, on a tenu le choc, et en même temps, on a même créé ce nouvel instrument budgétaire, la facilité pour la reprise et la résilience, et il faut juste attendre maintenant qu'il prouve son efficacité, et si tel est le cas, business as usual. Alors évidemment, ce n'est pas la position que mes collègues viennent de prendre, qui est celle plutôt de réformer avec plein de problèmes. Et comme vous le disiez, Emmanuel, et comme le disait Philippe Martin, il semble que beaucoup des propositions de réforme tournent autour de la soutenabilité de la dette publique. Et on voit derrière cette soutenabilité de la dette publique le seul mécanisme de coordination budgétaire entre les États membres pour éviter ces fameuses externalités négatives, effets de débordement nocifs d'une politique budgétaire qui provoquerait une insoutenabilité sur ses partenaires. Alors, le problème que ça me pose depuis que j'entends toutes ces propositions techniques de réforme des règles budgétaires
impliquant beaucoup de soutenabilité des dettes publiques et de modification de ces règles, avec des cibles de dette qui pourraient être différentes d'un État à un autre, qui pourraient être sur 5 ans, j'entends bien, c'est que ça ne rend pas tout à fait compte de la façon dont les politiques budgétaires ont été menées en temps réel dans les pays de l'OCDE ou dans les pays de la zone euro depuis que l'euro est né, depuis 1998. Dans un travail que je viens de réaliser récemment là, avec Pierre Aldama de la Banque de France, on s'est justement posé la question de savoir, sur la base des informations dont disposent les États en temps réel, les gouvernements en temps réel, de la façon qu'ils avaient de réagir ou bien à l'évolution de la dette publique, et donc d'assurer ou non la soutenabilité de la dette, et de réagir à l'activité économique en ayant une position contra-cyclique ou pro-cyclique, c'est notre jargon. Contra-cyclique, eh bien, quand il y a trop d'activité, ben, on utilise la politique budgétaire pour limiter cette activité et cette surchauffe. Et quand il y a une récession, eh bien, on essaye de la compenser par une expansion. Et ce qu'on constate dans ce travail, c'est justement que en temps réel, tous les pays de la zone euro vont assurer la soutenabilité de leur dette publique. C'est-à-dire qu'ils vont réagir suffisamment pour que la dette publique n'augmente pas plus vite que l'écart entre taux d'intérêt et taux de croissance, comme le rappelait Maria-Joan Rodriguez tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une soutenabilité un peu faible, certes, parce que la dette continue d'augmenter en proportion du PIB, mais moins vite que l'écart taux d'intérêt, taux de croissance. Et c'était dans une période au cours de laquelle les taux d'intérêt étaient supérieurs en moyenne au taux de croissance, situation qui a changé. Donc la soutenabilité, on l'a assurée, mais ce qu'on n'a pas du tout assuré en zone euro comme dans les pays de l'OCDE, c'est cette contracyclicité. C'est-à-dire que les politiques budgétaires qui sont menées par les gouvernements en temps réel sont pro-cycliques. On va, face à une récession, enfoncer un peu plus son économie dans la crise. On va prolonger la situation de difficulté économique. Et compte tenu de cette constatation, qui est un résultat empirique et qui n'est pas tout à fait si novateur que cela, il y a beaucoup de papiers qui le confirment, ben, moi, il me semble qu'il faudrait donner la priorité dans le cadre des réformes à la question qu'évoquait Marco Butti de la contracyclicité des politiques budgétaires. Mais ça nous amène donc à nous poser la question de l'efficacité des stabilisateurs automatiques nationaux. Alors, c'est une question qui est, avant d'être fédéraliste, une question d'ordre national. Est-ce que les stabilisateurs automatiques, on prend pour argent comptant, qui fonctionnent toujours très bien, ou est-ce qu'on juge de leur efficacité ou de leur inefficacité? Et s'ils ne sont pas suffisamment efficaces, est-ce que c'est parce qu'ils sont insuffisants ou est-ce qu'il en faut un peu moins? C'est la question qui devrait se poser. Est-ce que les allocations chômage sont suffisamment généreuses pour atténuer le choc du chômage? Est-ce que la fiscalité est suffisamment progressive pour qu'en haut de cycle, on gagne des marges de manœuvre et en bas de cycle, on puisse atténuer le choc économique sur le revenu disponible? Mais la question, évidemment, qu'on se pose ici et qu'ont posé mes collègues avant moi, c'est celle de savoir pourquoi est-ce qu'on se poserait la question des stabilisateurs automatiques au niveau européen. Et parce que c'est une question d'ordre national. Alors, il va falloir se la poser si on arrive à montrer, mais Xavier Debrun jugeait que ce n'était pas le cas, que ces stabilisateurs automatiques insuffisants vont engendrer des effets nocifs sur les partenaires. Un élément qu'évoquait Philippe Martin tout à l'heure. Par des effets de commerce, si parce que j'utilise mal mes stabilisateurs automatiques, j'enfonce mon économie dans la crise, eh bien mes consommateurs consomment moins, ils importent moins et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les partenaires commerciaux, dont ceux qui sont dans la zone euro. Si j'enfonce mon économie dans la crise parce que je n'ai pas des stabilisateurs économiques suffisamment puissants, ben je risque d'avoir un problème d'endettement et de crise de la dette qui va avoir des répercussions sur mes créanciers et certains d'entre eux seront dans la même zone monétaire que moi. Donc, ce qui me semble important à dire, c'est qu'il faudrait assurer une meilleure coordination des politiques budgétaires centrées sur la question de la stabilisation macroéconomique plutôt que sur celle de la soutenabilité des dettes publiques. La soutenabilité des dettes publiques, elle est plus ou moins assurée en temps réel par les États membres. La question de la procyclicité des politiques budgétaires européennes, elle n'est pas assurée. Alors, la question subsidiaire sur laquelle je vais terminer, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut organiser une telle coordination. Est-ce qu'on peut améliorer cette coordination par une capacité budgétaire permanente européenne? Xavier Debrun vient d'en parler. Il a parlé des
transferts permanents des pays en crise permanente en provenance des pays qui ont une activité plus intense et plus forte. Ça crée des risques de passagers clandestins, ça crée de l'aléa moral, on ne va pas faire de réforme. C'est compliqué de faire une capacité budgétaire permanente européenne. Une autre solution, mais qui n'est sans doute pas une solution miracle, c'est d'essayer d'assurer une meilleure coordination politique entre les politiques budgétaires, mais pas derrière des portes closes au Conseil européen, en étroite collaboration avec les équipes de la Commission européenne, mais dans une formule un peu inédite, où on aurait des ministres des Finances qui viendraient exposer leur loi de finances au Parlement européen sous la forme d'un dialogue budgétaire. Il y a un dialogue monétaire qui existe entre la Banque centrale européenne et le Parlement européen, qui est le seul l'élément en tout cas le plus tangible de responsabilité démocratique de la Banque centrale européenne vis-à-vis des citoyens de l'Europe. Et il me semble que comme pour le dialogue monétaire, on pourrait voir avec le dialogue budgétaire une mise en œuvre d'un principe de responsabilité des États membres devant le Parlement européen sur des sujets qui préoccupent tous les Européens, de telle sorte à assurer une meilleure coordination de ces politiques budgétaires. C'est une proposition. Merci beaucoup, Jérôme Krill, une proposition qui est soumise à débat également. Je rappelle donc à nos auditeurs, nos téléspectateurs derrière leurs écrans qui nous suivent un petit peu partout, qu'ils peuvent poser des questions. Les questions arrivent, je les ai sur une tablette et nous les poserons dans quelques minutes. Après un échange, justement, débat sur les différents points qui ont été évoqués, on va parler de cette nouvelle approche de la discipline budgétaire, comment vous la voyez, chacune et chacun d'entre vous, la définition de la dette soutenable. Auparavant, Marco Butti, je voudrais vous poser la question, est-ce que les leçons à tirer en matière de gestion de la crise Covid par rapport à la crise financière de 2010, est-ce que ces leçons sont identiques ou sont finalement différentes? Parce qu'on a deux crises de nature totalement différentes. La première, c'était financière, aujourd'hui, elle est sanitaire. Est-ce que les réponses peuvent être les mêmes? Ça, c'est une question plus globale avant de venir aux différents points que nous évoquions tout à l'heure. Non, merci. Non, c'est une question très importante. La réponse a été très différente. Je pense l'élément clé des différences entre les deux crises, c'est la question de l'aléa moral. Tandis que dans la crise financière, on pourrait la lire d'une façon qui est induite par des politiques erronées. Il n'y a pas question d'aléa moral dans la crise Covid. Et c'est ça que nous a mené, disons, pendant la crise financière d'une certaine façon. Moi, je pense de façon un peu, on regarde ex post, un peu myope. Maintenant, on a pu mettre en place, disons, une réponse qui est beaucoup plus avancée parce qu'il n'y avait pas cet élément qui disait, voilà, les autres, ils en profitent et alors la prochaine fois, ils ne vont pas faire vont pas avoir de bons comportements parce qu'on les a aidés cette fois-ci. Ça, c'est un peu en gros, c'est que l'aléa morale est concerne. Alors, moi, je pense, alors, ça, c'est quoi? Disons, sur les différents points, si je peux donner peut-être quelques considérations très vite. Moi, je dois dire, je suis devenu sceptique en étant coupable de beaucoup d'erreurs dans le passé en termes d'identification de seuils ou d'algorithmes. Je suis devenu assez sceptique de condenser, disons, des processus qui sont nécessairement très complexes dans un algorithme ou dans un chiffre. Alors maintenant, 90%, il y a un papier récent des économistes du ISM qui dit qu'il faut revoir à 100%. Ça va aider pour le moment, ça ne va pas aider pour le futur. Alors, je crois que ce que disait Philippe Martin avant, c'est-à-dire essayer de revoir un peu l'approche plutôt que revoir l'algorithme pour les mettre en ligne avec, disons, les évolutions récentes. Je pense que c'est une approche qui est, je pense, plus prometteuse
qu'autrement. Sur Xavier Debrun, les effets des débordements. Je veux dire, nos analyses montrent que les effets des débordements sont importants une fois que la politique monétaire a des contraintes. Alors, quand on est ce qu'on appelle effective lower bound, ça signifie qu'on a des contraintes de la politique monétaire pour répondre au choc, alors la politique budgétaire a des effets multiplicateurs et des débordements qui sont très importants. Alors, c'est pour ça que la question de coordination, et Jérôme l'a mentionné avant, de coordination des politiques budgétaires nationales est importante. Moi, je crois qu'il y a une chose que j'ai appris depuis mon expérience très longue, c'est très, très, très difficile, ou presque carrément impossible, de convaincre des ministres nationaux de faire quelque chose pour le bien-être de la zone dans son ensemble plutôt que pour l'approche domestique. Alors, Jérôme, on peut les amener tous ensemble, un par un, au Parlement européen. C'est très difficile de les convaincre. Voilà, il faut avoir une politique plus expansionniste parce que vous n'avez pas besoin de ça pour votre propre pays, mais c'est pour les intérêts des autres. Ça ne marche pas. Alors, comment on en sort ici? Je pense c'est la question à côté de la coordination budgétaire au niveau national, la coordination horizontale, il y a une question de coordination verticale. Alors, le bien-être de la zone euro dans son ensemble, je pense qu'il faut aussi, à côté de la politique monétaire, les traiter avec une capacité budgétaire au niveau central qui permet, disons, de répondre aux besoins de la zone euro dans son ensemble. Alors, une réaction peut-être de chacun d'entre vous, Madame Rodriguez. C'est vrai, en fait, sur le fait de vivre et de travailler ensemble sur toutes ces questions, la coordination des politiques monétaires, on sait que dans des tas de domaines, le social, la fiscalité, la défense, l'Europe n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Pourquoi le ferait-elle? Pourquoi les pays européens le feraient-ils en matière de coordination de politique monétaire? Madame Rodriguez? Si vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bon, je dirais le suivant. Moi, je pars du principe que le système européen est vraiment sui generis. On ne peut pas transposer vers l'Europe d'autres approches. Parfois, il y a la référence à l'expérience américaine, dont c'est complètement différent. Moi, je pars du principe que ce qu'on doit faire, c'est développer un système d'action multiniveau. Et ça concerne la politique budgétaire de manière très claire. Bon, politique monétaire, en fait, en Europe, c'est une politique fédérale, mais la politique budgétaire, dans ses trois objectifs, stabilisation, redistribution et allocation, doit être menée aux deux niveaux, l'européen et le national, d'une manière complémentaire. Mais cela dit, moi je pars du principe que le niveau européen doit être clairement renforcé. Donc je suis très en faveur de prolonger la vie de cette capacité budgétaire extraordinaire qu'on a créée avec la crise Covid. Il faut en fait que l'Europe puisse compter avec une capacité budgétaire accrue et ces nouveaux instruments d'émission de dette, de nouvelles ressources propres. Mais cela dit, c'est très clair aussi que ça ne va pas suffire. Et donc, on retombe sur la discussion du rôle de la politique budgétaire nationale. Moi, j'ai la même intuition que Marco Butti quand il dit l'approche qu'il faut prendre, c'est plutôt celle qui concerne le vue d'ensemble et pas seulement discuter les paramètres de référence. Mais cela dit, à certains moments, il faut des paramètres de référence. Et en ce qui concerne la question stabilisation, que Jérôme Kriel a mentionné, moi, pour illustrer mon propos, je dirais que la stabilisation doit être garantie à la fois par la politique budgétaire nationale,
plus un rôle accru pour la politique budgétaire européenne. Il y a une idée qui circule depuis longtemps, c'est est-ce qu'on peut se mettre d'accord ou pas sur une position budgétaire agrégée, common fiscal stance. Est-ce que cela est possible ou pas, comme, disons, un pas en avant dans la coordination des politiques budgétaires nationales? Bon, on a tous les arguments maintenant, parce qu'on doit dépasser la crise Covid, on doit faire face à la crise climatique. Oui, peut-être là, nos ministres des Finances accepteraient d'entamer ce type de discussion. Voilà mon commentaire. Philippe Martin, peut-être en réaction à tous ces points. Alors là, on est plus loin que le principe de subsidiarité. Quel est votre regard sur les différents points que viennent d'évoquer à la fois Mario Butti et Madame Rodriguez? Sur la question de la coordination des politiques budgétaires, donc il me semble qu'il y a deux voies et l'une et l'autre devraient être utilisées. Il y a la voie de la capacité budgétaire. Encore une fois, je crois qu'il y a eu quand même quelque chose de très important qui a été fait avec NGU. Moi, je pense qu'on n'est pas prêt, enfin, au sens où un certain nombre de pays ne sont pas prêts à avoir aujourd'hui une capacité budgétaire permanente. En revanche, on pourrait, de manière permanente, dire qu'en cas de crise, cet instrument devrait être sur la table. C'est-à-dire que si, à nouveau, il y a une crise qui frappe toute la zone euro, comme la crise Covid, comme la crise financière, alors cet instrument devrait pouvoir être réutilisé et même potentiellement aujourd'hui en déterminer peut-être des règles ou en tout cas y réfléchir et avoir cet instrument sur la table potentiellement de capacité budgétaire que j'appellerais contingente. Le deuxième point sur la coordination des politiques budgétaires nationales, je comprends le point de Marco et l'accord de Maria Rodriguez sur le fait que c'est difficile d'imposer aux pays des choses pour le bien des autres, mais c'est quand même un peu la question de la coordination. Donc, en 2009, je vous rappelle, alors ce n'était pas au niveau européen, c'était au niveau international, il y a eu une coordination internationale des politiques fiscales avec des engagements sur le fait, on fait de la relance budgétaire coordonnée et on s'engage sur un certain montant de dépenses chacun. Et pourquoi l'engagement est important? Alors, il n'est pas facile, les pays peuvent avoir intérêt ensuite à ne pas faire ce qu'ils s'étaient engagés à faire, mais c'est la question du free riding, c'est-à-dire je bénéficie des relances budgétaires des autres, hein, parce que ça me permet d'exporter davantage. Moi, je suis un peu en désaccord avec Xavier sur le fait que ces effets de spillover, débordement seraient minuscules. Je crois qu'en fait, surtout en zone euro, et en particulier, et Marco le disait, lorsqu'on est en situation de politique monétaire contrainte, ces effets peuvent être relativement importants. Ce n'est pas gigantesque, mais ils sont présents. Et de fait, ce qu'on voit, enfin, les travaux empiriques montrent quand, par exemple, la France fait une relance budgétaire, bah oui, ça a un impact négatif sur son déficit commercial. Et donc, c'est les autres aussi qui en bénéficient. Donc, qu'il y ait des engagements, que quand on est dans des situations de crise, il y a un engagement pour faire de la relance budgétaire coordonnée afin de pas utiliser, enfin, qu'il n'y ait pas ce problème de free rider où en gros j'attends que ce soit l'autre qui fasse la relance budgétaire parce que je vais en bénéficier, mais comme ça je n'augmente pas ma dette. Ça, je pense que ça peut être le rôle de la Commission d'essayer de faire cette coordination. Je comprends très bien que c'est extrêmement difficile et que certainement ce sont surtout dans des situations assez extrêmes qu'on arrivera à cette coordination. Mais je crois qu'il y a ces deux instruments. Aucun des deux n'est parfait, mais il me semble que ça doit être, il me semble quand même que c'est le rôle de la Commission d'essayer au maximum de coordonner ces politiques budgétaires nationales. Merci Philippe Martin. Est-ce que Jérôme Kriel ou Xavier Debrun souhaitent réagir à ce qui vient d'être dit? Jérôme? Oui, alors Xavier Debrun. Oui, merci. Non, juste pour rebondir directement sur ce que Philippe disait à propos des effets de débordement.
Oui, je conçois que des effets de débordement peuvent être grands d'un certain pays vers un autre pays. C'est clair que si la France fait de la relance budgétaire et que l'Allemagne en fait aussi, nous, ici en Belgique, on est ravis parce qu'on ne doit rien faire. Ça se passe tout seul. Parce qu'on a des flux commerciaux très intenses en termes de biens intermédiaires avec vos deux pays, la France et l'Allemagne, et donc tout va bien. Si la Belgique se met à faire de la relance budgétaire, mais toute seule, vous imaginez, mais c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, tout part à l'étranger, nous, on n'en bénéficie pas, mais comme les étrangers sont plus grands que nous, eux, ils s'en fichent aussi. Donc il y a une très, très grande hétérogénéité dans tous ces effets de débordement. Et Xavier, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas le faire tout seul. Mais d'accord, mais alors c'est une capacité, comment veux-je dire, européenne qui doit le faire, Philippe. C'est pas, il y a des effets de débordement. Alors entre voisins, il y en a sûrement, oui, plus particulièrement des grands pays vers les petits pays. Ok, mais quels sont les effets de débordement de politique budgétaire entre l'Allemagne et la Grèce? Franchement, je vois pas. Alors là, il faudra qu'on montre que ça marche vraiment. Il faudra qu'on montre que quand l'Allemagne dépense 1 point de PIB en plus pour construire des trains, la Grèce va en bénéficier. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors, ça marche dans les modèles des SGE, mais ça ne marche pas en réalité. Marco Butti, je rappelle, donc vous dirigez le cabinet du commissaire européen en charge de l'économie, Monsieur Gentiloni. Quel élément de réponse vous apportez? Je vous voyais… non, moi je pense sur ces débats… Vous n'êtes pas d'accord? Oui, sur ces débats… Non, sur ces débats, non, je ne suis pas d'accord. Non, je pense que Xavier a une vision des effets des débordements qui est assez partielle. La première chose, c'est, disons, les effets multiplicateurs que l'on a quand la politique monétaire est contrainte. Et le deuxième élément lié à ça est l'analyse via les policy mix. Ça, c'est important. Chaque fois maintenant que Madame Lagarde vient après le conseil des gouverneurs faire la conférence de presse, elle met l'accent fortement sur le fait que la politique budgétaire doit prendre ses responsabilités et aider la politique monétaire à atteindre l'objectif de stabilité des prix défini par la Banque centrale. Alors, pour une policy mix équilibrée qui est exactement l'opposé de ce que l'on a eu pendant la crise financière, qui était toute la charge était sur la politique monétaire et la politique budgétaire n'a pas aidé. Maintenant, on a cette fois-ci une possibilité plus claire. Alors, si on parle d'une capacité au niveau central, et moi je pense que c'est une approche qui est bien et que ça va dépendre essentiellement de quels sont les résultats des RRF et de Next Generation EU. Parce qu'on ne peut pas décider maintenant, mais si on montre qu'en effet, on montre que disons, l'argent des contribuables, des autres pays aussi, est bien dépensé pour les 37% pour la transition verte, au moins 20% pour la transition digitale, etc., je pense qu'on peut créer les conditions pour avoir un débat plus adulte sur ça. On a 3 possibilités d'une capacité budgétaire européenne ici. La première, c'est qu'on introduit une fonction de stabilisation au niveau communautaire. La Commission l'avait proposé de façon un peu embryonale dans le passé. Ça, c'est une possibilité. C'est pour la fonction de stabilisation. La deuxième possibilité, c'est qu'on utilise ces capacités centrales pour l'offre des biens publics européens. Xavier a été un peu sceptique sur l'Europe de défense, mais Afghanistan et sous-marins australiens, peut-être ça va changer un peu la donne. Il y a toutes les questions de la transition verte. Alors, je pense qu'il y a disons, plusieurs candidats pour les biens publics européens. Ça, c'est la deuxième. Et le troisième, c'est de prolonger ce que l'on a maintenant avec l'architecture du RRF. Voilà, ça, c'est disons, les 3 voies. Du point de vue exclusivement du fonctionnement de la zone euro, la fonction de stabilisation, ça serait la plus naturelle. Du point de vue de la transition verte,
je pense, mettre l'accent sur les biens publics européens liés à la transition énergétique, je pense est plus prometteuse. Voilà. Alors, ça pose effectivement la question que l'on évoquait de la soutenabilité de la dette. On va y revenir. Simplement, Jérôme Kriel, je rappelle, donc vous dirigez le département des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE qui a développé une application justement qui permet de simuler les effets des règles budgétaires européennes autour d'une quinzaine de pays. Très rapidement, vous pouvez nous présenter cette application qui s'appelle, je crois, Debt Watch Air, c'est ça? Debt Watch Air, oui, qui a été conçu par Xavier Timbaud, qui était dans la session précédente sur les statistiques avec Alors, à quoi Elliot ça Horowitz. sert concrètement? Est-ce que ça nous aide à y voir plus clair dans le débat là, qui est le nôtre sur les responsabilités de chacun au nom du collectif? Alors, ça donne des informations sur les coûts qu'induirait pour les différents pays que vous voulez étudier de respecter les règles européennes telles qu'elles existent aujourd'hui. Hein, ce n'est pas pour l'instant un moyen de simuler des réformes, mais de vérifier ce qu'il en coûterait de modifier les dettes publiques à une vitesse plus ou moins élevée pour les réduire et les ramener à 60%. Ça permet cependant de se poser la question de savoir ce qu'il en coûterait de ramener les dettes publiques à 100% du PIB, comme les économistes du MES l'ont proposé. Mais ça ne va pas permettre, par exemple, d'introduire les conséquences d'une capacité budgétaire, qu'elle soit contingente ou permanente, associée à la création de biens publics. Mais c'est un bon moyen pour l'ensemble d'entre nous de visualiser les conséquences de la trajectoire de dette publique sur l'activité économique sur un horizon de 20 ans et de savoir ce que ça peut induire comme augmentation du chômage dans 2 ans ou dans 20 ans, comme augmentation de l'activité dans 2 ans ou dans 20 ans. Donc, ces conclusions, elles sont publiques, on peut les consulter. C'est une application libre d'accès que vous trouverez facilement sur le site de l'OFCE et qui est juste un mode d'amusement sur les questions budgétaires, si amusement il peut y avoir. Et vous pouvez créer des scénarios, les comparer avec les scénarios d'autres personnes et essayer de contribuer à la réflexion sur les conséquences des politiques budgétaires dans le monde, dans 15 pays en tout cas, en termes de soutenabilité des dettes publiques. Ce n'est pas le Monopoly, mais bon, mais c'est gratuit. Et c'est gratuit. Voilà. Justement, la discipline budgétaire. Philippe Martin parlait des 3%, des 60%, de l'échéance à 5 ans. J'aimerais bien vous entendre tous les quatre là-dessus, avant de donner la parole aux questions du public. Est-ce qu'il faut revoir, oui, les critères? Est-ce que le 3% doit voler en éclats? Est-ce que les 60%, il faut revoir? Quelle est votre position là-dessus, monsieur Mouti, peut-être? Mouti, pardon. Oui, merci. Moi, je crois que la question, c'est, j'étais un peu sceptique de remplacer des chiffres par des autres. Moi, je crois que la question, ce n'est pas tellement les chiffres en tant que tels, c'est ce que les économistes appellent la fonction des réactions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'un pays est au-delà des 3% ou ne respecte pas, disons, les 60% ou la trajectoire vers les 60%. Alors, OK, on a un déficit maintenant carrément beaucoup plus élevé des 3%. Pourquoi on a fait ça? Ce sont les stabilisateurs automatiques plus la politique de relance. Alors, on est bien au-delà des 3% pour très bonnes raisons. Voilà. Alors, on ne doit pas s'inquiéter de ça ou tirer la sonnette immédiatement. Si on est au-delà des 60%, et la grande partie des pays de l'Union sont au-delà de 60%. Est-ce que si on a une trajectoire qui est vers, disons, des réductions de la dette, si la trajectoire n'est pas respectée, est-ce que c'est pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons? Alors, moi, c'est pour ça que quand je disais, j'étais sceptique de baser tous nos raisonnements et toutes les réactions des politiques économiques
sur la base d'algorithmes, même si simples ou complexes. Alors, il faut une analyse, il faut une évaluation, il faut voir la fonction des réactions par rapport à certains débordements. Voilà, ça, je pense, alors, je pense que c'est la voie c'est une voie meilleure, je pense, que de s'acharner pour changer des chiffres qui, par ailleurs, ou bien on doit changer les traités, ou au moins pour les protocoles, il faut avoir absolument l'unanimité de tous les pays. Alors, il y a des énergies politiques, disons, qui sont limitées. Il faut bien les allouer sur ce qui est très utile. Philippe Martin, vous qui évoquiez ces différents critères, comment vous réagissez aux propos de Marco Butti? Non, mais moi, je pense qu'en effet, ces chiffres de 3 et 60% ne sont pas utiles. Ce qu'il faut, c'est de l'analyse économique. Alors, évidemment, je suis un peu biaisé parce que je suis économiste, donc il ne faut pas une analyse comptable, il faut une analyse économique. Je prendrai juste le cas de l'Italie. L'Italie a eu un solde primaire positif pratiquement tout le temps depuis 20 ou 30 ans à peu près. Donc, le problème de l'Italie, de la soutenabilité de la dette de l'Italie, ce n'est pas le problème du déficit et de la politique budgétaire, c'est le problème de la croissance, on le sait. C'est que c'est une croissance faible. Donc, si on ne regarde que le 3%, le 60%, je pense qu'on passe à côté d'une question essentielle qui est, pour la prise en compte, par exemple, de la soutenabilité de la dette de l'Italie, il me semble que la question des réformes structurelles qui permettraient d'avoir une croissance plus forte sont, à mon avis, plus importantes que de savoir si l'Italie est à 2,9 ou à 3,1% en termes de déficit. Mais là, Philippe Martin, vous remettez sur le tapis la question de l'austérité. On va vous opposer la question de l'austérité. Non, justement, moi je pense que la question, c'est pas la question seulement de la politique budgétaire. Je ne dis pas que la politique budgétaire n'a aucun impact sur la dette. Je dis simplement que sur la soutenabilité de la dette, quand on regarde le ratio dette sur PIB, évidemment qu'il faut regarder la dette, mais le PIB est aussi extrêmement important. Et le problème de la soutenabilité de la dette en Italie, c'est en particulier la question, évidemment, de la croissance à long terme, de la croissance potentielle. Madame Marielle Jouan-Rodriguez, sur ce point, votre réaction et votre micro, s'il vous plaît. Merci. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord changer l'approche. Il faut y introduire plus d'analyse économique, je suis d'accord. Mais à la fin, il faut répondre, qu'est-ce qu'on fait avec les références qu'on avait venues du passé, les 3%, 60%. Donc, c'est pourquoi, pour donner une réponse télégraphique à votre question, je dirais, pour le déficit, je serais en faveur de maintenir les 3%, mais avec l'addition d'une golden rule pour créer de la marge pour l'investissement. En ce qui concerne la dette, moi, je pense qu'il faut réviser la référence des 60% et il faut absolument valoriser le critère soutenabilité de la dette. Donc, il faut en fait plus d'analyse pour vérifier jusqu'à quel point la dette est soutenable. Donc, ça sont mes mots-clés pour répondre à votre question. Très bien, complémentaire, et je crois que vous vous rejoignez sur ce point. Xavier Debrun, peut-être, sur cette question, avant Jérôme Kriel, et de passer aux questions du public. Oui, peut-être un petit rappel utile, c'est qu'on n'aurait pas besoin de règles budgétaires s'il n'y avait pas un problème au niveau des choix collectifs que l'on fait avec le budget. D'accord ? Donc, on a des règles budgétaires parce que si on n'en avait pas, on se retrouverait dans des situations de déficit excessif et de dette insoutenable beaucoup plus souvent que de raison. Donc, les règles budgétaires sont là parce que le politique n'a en général pas toujours tendance à considérer que la soutenabilité, c'est pas un choix, c'est une contrainte. Okay ? Donc, c'est important à bien rappeler. Sinon, il n'y aura pas besoin de règles. La deuxième chose, c'est qu'on a un problème de dette, et ce problème de dette est essentiellement dû à un problème de contrôle de la dépense. Et que donc, la façon naturelle de répondre à ce genre de soucis, si on a un problème de contrôle de dépenses, c'est d'imposer des règles sur les dépenses.
et pas autre chose. Et la beauté des règles sur les dépenses, c'est qu'elles laissent les stabilisateurs automatiques jouer à fond. Et la troisième chose, c'est que, peut-être au risque de vous surprendre, je vais venir en défense des 3%. Et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie, mais qui sont assez pragmatiques. Je crois d'abord que d'avoir une limite avec une espèce d'option nucléaire si on viole les 3%, c'est toujours un garde-fou utile contre ce qu'on appelle les gross errors ou les erreurs grossières de politique économique. Et puis ensuite, il y a la valeur symbolique du chiffre. À partir du moment où vous considérez qu'effectivement, si votre déficit est au-delà de 3%, tout le monde va vous regarder et se dire « Ouh là là, c'est un vilain garçon ou une vilaine fille, etc. » Ça a une valeur, et ça tend à une valeur morale, si vous voulez, à ça. Et je crois que la valeur du chiffre est quelque chose d'important. Quand j'étais, juste pour vous donner un petit exemple très concret, quand j'étais au Fonds monétaire international et qu'on rencontrait très souvent les équipes pays, ils nous disaient, en fait, le 3%, on sait que c'est ridicule, mais nous, en tant que fonctionnaires du ministère des Finances, etc., ça nous aide beaucoup d'avoir cette valeur de référence de 3%, parce que si on part à 3,6, on peut toujours dire, oui, mais attendez, là, c'est très mauvais, et ça ramène en quelque sorte vers le droit chemin. Donc, il y a un effet d'aimant, si vous voulez, de ce 3% qui, à mon avis, est important, même si, économiquement parlant, bien sûr, c'est assez peu défendable. Bon, enfin, c'est le serpent de mer et on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est clair. Ah, c'est sûr, ouais. Jérôme Kriel, sur ce point? Alors moi, je voulais réagir sur la règle d'or dont parlait Maria João Rodrigues pour dire qu'elle avait toute ma sympathie. La question que je me pose, c'est celle de savoir si ça donnerait tant de marge de manœuvre aujourd'hui aux États, compte tenu de l'état de leurs finances publiques. Parce qu'aujourd'hui, la part prise par les dépenses d'investissement public, qui soient verts ou d'une autre couleur, est relativement faible dans les montagnes de déficit public. Et du coup, si on conserve le 3% tout en déduisant les dépenses d'investissement public, on ne s'approche pas très vite des 3%. Et ça pose donc la question de la transition vers la nouvelle règle. Et je ne sais pas si c'est une question qui a été traitée à la FEPS. Et je serais heureux d'entendre Maria João Rodrigues, parce que je vois bien la perspective de dégager des marges de manœuvre pour l'avenir, pour investir, avec l'idée quand même qu'il faut que ces investissements soient porteurs de recettes fiscales futures à un moment ou à un autre pour que la dette puisse être remboursée, soutenable, rollover, etc. Mais comment est-ce qu'on gère la transition vers une nouvelle règle? Madame Rodrigues? Et Marco Butti peut-être aussi? Oui. Merci bien pour cette question. Bon, à mon avis, il faut prendre en compte quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, c'est que l'impact des règles budgétaires sur le renforcement du potentiel de croissance. Si la règle d'or est dessinée en tenant en compte qu'il y a des investissements qui ont plus d'impact pour renforcer le potentiel de croissance, à mon avis, là, on a une partie de la solution. C'est pourquoi il faut vraiment analyser la qualité des investissements. Et d'ailleurs, à mon avis, cela a aussi des implications sur l'analyse de la dette. Parce que on peut se poser quelles sont les conditions selon lesquelles on pourrait accepter des investissements financés par la dette. Et mon argument serait de dire on doit les accepter en tenant très en compte leur impact sur le potentiel de croissance. C'est ça qu'il faut savoir bien mesurer. Voilà, ça c'est mon commentaire. Marco Butti? Oui, peut-être sur la question de la transition. Moi, on a essayé de donner un bout de réponse dans la communication que l'on a publiée il y a 10 jours. Qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit que au moins dans les premiers trimestres, disons en gros, au mars prochain, je rappelle sous présidence française, je ferme la parenthèse, la Commission va donner des indications aux États membres pour la politique budgétaire pour l'année prochaine et les années prochaines.
Ça, c'est avant que les pays présentent les programmes de stabilité qu'ils doivent soumettre à la Commission et au Conseil avant la fin d'avril, dans ce cas-ci 2022. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit là, on va émettre des orientations budgétaires qui prennent en compte trois choses. La première, c'est la situation économique générale. Voilà, ça, on englobe, disons, le bien-être de l'Europe, de la zone euro en particulier. Premier point. Deuxième point, la situation spécifique de chaque État membre, bien sûr. Et la troisième, c'est l'état du débat dans la consultation publique que l'on a lancée. Ces éléments-ci, je pense, c'est très important. C'est pour ça que j'ai invité ceux qui sont ici dans le débat et d'autres à contribuer parce que, disons, la direction que l'on va avoir de la consultation publique va aussi orienter ce que nous, on va proposer aux États membres d'aller. Alors, ça, c'est la phase de transition. Et après, bien sûr, il faut en tirer les conséquences en termes de règlement. Est-ce que l'on change ou on ne change pas? Dans quelle mesure, etc. Voilà, ça, c'est un peu, du point de vue un peu institutionnel, mais aussi des politiques économiques, la façon dont on va gérer la transition. De manière pragmatique et concrète, Marco Butti, comment on participe? Là, les auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de participer, c'est quoi? C'est grand public? Il faut aller sur le site de la Commission européenne? Concrètement, comment ça marche? Voilà. OK. Il faut aller sur le site de la Commission. Il y a une consultation online. On a posé, on avait 9 questions au mois de février de l'année passée. On a rajouté 2 questions qui sont liées à l'expérience COVID. Et je pense qu'il faut contribuer, disons, en ayant en tête, disons, ces questions que l'on met sur la table. Et les faire d'une façon qui soit, disons, assez facile pour la Commission pour en tirer les leçons des politiques économiques. Et c'est surtout le fonctionnement démocratique de l'Union européenne dans toute sa splendeur, puisque là, c'est une participation volontaire. 3 questions, enfin j'en ai essentiellement 2 qui sont sous forme de propositions. Là, vous êtes tous dans des propositions. Ben, il y a aussi des personnes qui nous regardent, nous écoutent, nous entendent. Voici cette question. Pourquoi ne pas créer au niveau de l'Europe un organisme intermédiaire, sorte d'agence Euro-Trésor, comme nous avons l'agence France Trésor en France, et qui servirait d'intermédiaire pour mutualiser les émissions d'emprunt des 19 États de la zone euro sur les marchés. Cela permettrait d'emprunter au même taux pour les 19. Voilà, c'est une question concrète, enfin, qui fait même une proposition. Qui souhaite répondre? Monsieur Butti? Madame Rodriguez? Non, moi, j'ai déjà à ce qui concerne, nous, ce qu'il y a, certainement, c'est une grande demande d'Europe. Hein. On l'a vu avec les émissions Sure, les 100 milliards que l'on a mis comme pour les soutiens, disons, au marché du travail pendant la crise, et on a vu maintenant avec les émissions pour Next Generation EU. Et on a des taux qu'on émet au niveau européen qui sont absolument fantastiques du point de vue de l'appétit. Alors, c'est clair que l'on a, disons, une demande qui montre que l'Europe est plus que l'ensemble des pays individuels. Alors, je crois que ça, on était très efficace. On a mis en place au niveau de la Commission européenne ce qui est véritablement un Debt Management Office qui, en dialogue avec les États membres et les agences nationales, moi je pense qu'on a déjà ici quelque chose qui peut être développé dans la direction qui était posée par notre auditeur. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter, enfin répondre? Aussi, Madame oui. Rodriguez.
Oui, oui, je suis complètement d'accord avec ce que Marco Rutte vient de dire. L'émission récente de dette prouve bien le succès de cette opération. Et ça a permis, il faut bien le souligner, financer deux embryons très intéressants. Le SURE, l'instrument SURE pour soutenir l'emploi. À mon avis, c'est un embryon intéressant d'instrument de stabilisation qu'il faudrait activer chaque fois qu'on a un problème de stabilisation. Et en même temps, on a pu financer le plan de fonds de récupération et de relance. Et ça, c'est un embryon aussi de soutien à la transformation et à l'allocation en Europe. Donc, c'est très prometteur. Mais j'ai compris que les participants aussi nous demandent sur la gestion de l'émission de dette nationale. Et ma réponse, c'est de dire oui. Il y a eu déjà beaucoup de discussions dans le passé sur la possibilité de créer une agence européenne pour soutenir l'émission de dette nationale. Ce que j'aimerais dire à la fin, c'est de dire tout cela concerne une question de plus grande allure qu'on pourrait appeler le trésor européen. Et à un certain moment, il faut, à mon avis, activer cette discussion. Quelle serait, disons, la structure d'un trésor européen? Moi, je tiens toujours à ma thèse de départ. Le projet européen est multiniveau. Donc, il faut toujours combiner l'action au niveau européen et l'action au niveau national. Donc, ce sont les pistes sur lesquelles il faut travailler. Une toute dernière question qui fait un petit peu la synthèse d'ailleurs, mais là on arrive sur le terrain politique. Comment peut-on parler de fédéralisme budgétaire et ne jamais citer le Parlement européen? Donc ça, c'est la dimension un peu politique. Je crois que c'est Jérôme Krill qui citait le Parlement quand même tout à l'heure. J'ai dû mentionner le Parlement européen, mais c'était un moment où ma voix avait coupé, je pense, et c'était un peu l'objet de ma proposition que de donner à toutes ces réformes dont on discute, qui me semblent aller dans de très bonnes directions, leur donner un contenu démocratique un peu complémentaire, en amenant ces ministres des Finances à aller vers le Parlement européen. Mais j'ai bien entendu Marco Butti, Maria João Rodrigues me dire qu'ils étaient relativement sceptiques. En même temps, ça se produit, puisqu'il existe un dialogue économique. Il y a des ministres des Finances qui doivent aller s'expliquer au Parlement européen lorsqu'ils ont enfreint les règles budgétaires. Ce que moi je propose finalement, c'est qu'ils y viennent régulièrement, même quand ils n'ont enfreint aucune règle, juste pour se coordonner. Alors, donc j'en ai parlé, je crois. Oui, oui, le mot de la fin, Madame Maria João Rodrigues. Mon commentaire en tant que aussi ancienne parlementaire et membre de la conférence de présidents du Parlement européen, c'est de dire le suivant. Il ne faut jamais oublier que sur le long terme, si on se met d'accord pour créer une capacité budgétaire européenne renforcée, il faut la financer par des ressources propres européennes. Donc, on revient à la question des impôts européens. Et tout cela, c'est un enjeu majeur pour le Parlement européen. Donc, le Parlement européen, s'il est responsable, il ne pourra jamais accepter un renforcement de budget européen sans qu'en même temps, on puisse faire des pas en avant du point de vue des questions impôts et notamment de la coordination européenne sur les impôts et la convergence européenne vers les impôts. Donc ça, c'est un thème très important, très complexe, mais qui fait partie du paquet. Merci beaucoup à vous, Madame. Merci, messieurs. Passionnant. On pourrait continuer ce débat et cette discussion pendant des heures. Merci infiniment de nous avoir éclairés, d'avoir éclairé le grand public de manière très, très, je dirais, pédagogique, sur ces points sur lesquels on en a bien besoin. Et puis, la synthèse de vos propositions. Hein. Donc maintenant, c'est vrai, ça va alimenter le débat, les discussions à la fois techniques et politiques. Et puis, Philippe Martin ressort de ce débat en voyant qu'effectivement, l'analyse économique, là aussi, il y a un consensus. Il faut analyser les chiffres
et les 3%, 60%, ce sont des marqueurs, mais il faut faire travailler les cerveaux. Les économistes sont là pour fournir toutes les analyses. Là, vous avez été d'accord également sur ces points. Merci à vous toutes et tous. Et je précise aux personnes qui nous écoutent, bien sûr, qu'ils pourront obtenir le replay sur le site des GECO s'ils souhaitent poursuivre la réflexion. Merci à vous toutes et tous. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.